Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. 3 jours au lieu de 3 semaines, c'est le temps qu'aura duré l'examen du projet de loi de finances 2017 au Sénat. La raison, c'est que la droite sénatoriale a décidé de directement rejeter le texte à l'issue de la discussion générale avant même de débattre des articles en adoptant une motion. La question préalable, un fait rarissime, cela n'était pas arrivé depuis 24 ans au Parlement. Alors du côté de la droite sénatoriale, le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, a estimé que le budget était insincère, qu'il est électoraliste. C'est pour lui un budget de campagne qui impose une impasse de 25 milliards d'euros au prochain gouvernement. Au contraire, du côté de la gauche, et notamment du côté du secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, le Sénat, selon lui, aurait dû remplir sa mission constitutionnelle de débattre de l'un des textes les plus importants de la session parlementaire, c'est-à-dire le budget. Lui estime que la droite sénatoriale aurait dû retravailler ce texte dans l'hémicycle, c'est-à-dire y inscrire les dépenses et les recettes correspondantes. Notez enfin que la gauche sénatoriale, elle, a décidé de boycotter le vote hier sur la question préalable, puisque les sénateurs, dès mardi, ont décidé de ne plus assister au débat. Ils avaient d'ailleurs quitté de façon spectaculaire l'hémicycle. Voyez donc tout de suite la fin des débats des sénateurs. C'était mercredi au Sénat. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable à l'ensemble du projet de loi de finances pour 2017 adopté par l'Assemblée nationale. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, je vais donner la parole à monsieur Albéric de Montgolfier au nom de la commission des finances. Motion distribuée sous le numéro 37 tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2017. Je rappelle notre règlement, 10 minutes pour la motion, 10 minutes contre la motion, puis l'avis du gouvernement. Monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président du Sénat. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues. Nous venons au terme de la discussion générale sur le projet de loi de finances pour 2017, aux conclusions. Et comme le président du Sénat vient à l'instant de le rappeler, la commission des finances a adopté une motion tendant à opposer la question préalable, et ce en application de l'article 44, alinéa 3 de notre règlement. Il s'agit, selon les termes de cet article, de signifier que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte qui nous est aujourd'hui soumis. Depuis le début de nos travaux, j'ai entendu, notamment de la part du ministre, mais également de certains orateurs qui, d'ailleurs, ne sont pas représentés aujourd'hui, que le Sénat refuserait de faire son travail, que rejeter le texte signifierait qu'il n'y aurait pas d'examen dans notre Assemblée du budget de la France, ou encore que nous n'assumerions pas nos responsabilités. S'opposer au budget pour 2017 tel qu'il nous est présenté par le gouvernement, c'est précisément prendre toutes nos responsabilités. Je ne reviendrai pas sur les arguments que vous trouverez dans le texte de la motion que j'ai développé devant vous et qui concernent l'imprudence des estimations de recettes, les sous-budgétisations de dépenses et la surévaluation de certaines économies, d'ailleurs dont certaines sont jugées irréalistes par le Haut Conseil des finances publiques. Ce Haut Conseil qui vient encore de confirmer son analyse en examinant le collectif budgétaire de 2016. Nous ne croyons pas au retour à un déficit de 2,7% en 2017, compte tenu des impasses budgétaires dans ce projet de loi de finances. Mais nous proposer de rejeter ce budget, non pas seulement parce qu'il est insincère, mais aussi parce qu'il traduit des orientations que nous désapprouvons. Après un quinquennat sans modération fiscale, particulièrement pour les ménages et les familles, après une dernière mesure à visée électorale qui porte sur l'impôt sur le revenu, l'incidence budgétaire des baisses d'impôts promises pour les entreprises est reportée. Mais néanmoins, ces entreprises sont mises à contribution pour boucler l'année 2017 par de nombreux acomptes qui sont de purs artifices comptables. L'attractivité de la France, et notamment de la place de Paris, est mise à mal par la nouvelle taxe sur les transactions financières journalières. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Du côté des dépenses, le projet de loi de finances voit s'envoler la masse de l'État, la masse salariale de l'État, avec une hausse de 4% des crédits de personnel qui annule tous les efforts réalisés jusqu'à présent, notamment par la précédente majorité. La hausse du point d'indice de la fonction publique
qui a été décidé en mars 2016 et les mesures catégorielles, par exemple pour le personnel enseignant, ne sont accompagnées d'aucune mesure, d'aucune décision de nature à réduire les effectifs de la fonction publique. Les collectivités territoriales, qui voient leur dotation se réduire davantage, toujours davantage, supporteront quant à elles 700 millions d'euros d'économies de dépenses, notamment à cause de dépenses supplémentaires dans la fonction publique l'année prochaine. Alors, Monsieur le ministre, vous nous avez dit que nous ne proposions rien. Eh bien si. Depuis 2014, le Sénat a fait nombre de propositions concrètes. Je dis bien depuis 2014, puisqu'auparavant, sous une précédente majorité, le Sénat avait par 2 fois rejeté le projet de loi de finances et remis une copie blanche. Nous avons, l'année dernière ou l'année précédente, formulé nombre de propositions et vous le savez parfaitement. Nous avons par exemple, l'année dernière, en matière fiscale, adopté des amendements pour relever le plafond du quotient familial, pour réduire l'imposition des classes moyennes, pour aider nos agriculteurs ou encore nos entreprises avec la prolongation du suramortissement dit Macron, et nous avions réduit à hauteur de 1,6 milliard d'euros la baisse de la DGF pour les collectivités locales. À l'époque, le gouvernement avait rejeté toutes ces initiatives dont le coût s'élevait à 5 milliards. Et encore, avions-nous, contrairement à ce que propose le gouvernement dans ce projet de budget, parfaitement gagé ces baisses d'impôts par une réduction correspondante de la dépense. Nos amendements de crédit visaient ainsi à augmenter la durée du travail dans la fonction publique, à rétablir les jours de carence, à réduire le nombre de contrats aidés pour le secteur non marchand, bref, des économies à hauteur de 5 milliards d'euros. Qu'en était-il resté après l'examen par l'Assemblée nationale? Rien. Et aujourd'hui, le gouvernement nous dit que le budget que nous avions voté l'année dernière était sans doute un peu bancal, un peu inconstitutionnel. Pourquoi pas? Puisqu'effectivement, nous avions dû rejeter les crédits de certaines missions, comme d'ailleurs nous l'avons fait cette année en commission. Monsieur le ministre, vous nous confirmez ainsi qu'une stratégie budgétaire ne peut s'inscrire que dans une politique publique conçue comme un ensemble et que le cadre fixé par la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances ne permet pas aux parlementaires de présenter un réel contre-budget d'ensemble, mais tout au plus de procéder à des ajustements. Or, nous ne voulons pas nous contenter d'ajustements qui marqueraient un quelconque assentiment des choix budgétaires du gouvernement, et donc d'un budget dont la sincérité est plus que contestable. Évidemment, cette année, le Sénat n'adoptera pas les traditionnelles améliorations qu'il souhaite apporter à la qualité de la législation. Mais, pour paraphraser le président de la commission des lois, nous ne sommes pas le Conseil d'État, nous sommes une assemblée parlementaire qui exprime des choix politiques. Et nous n'avons pas plus pour vocation. Et nous n'avons pas plus pour vocation d'arbitrer entre les positions divergentes du gouvernement et de sa majorité parlementaire concernant, par exemple, la fiscalité des actions gratuites ou la taxe sur les transactions financières. La question préalable traduit clairement le rejet de ces mesures et nos collègues députés sauront le noter. Nous rejetons aussi, Monsieur le ministre, le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Nous ne souhaitons pas y apporter des corrections techniques, comme vous nous le suggériez hier encore. Nous voulons un autre système qui ne pèse pas sur les entreprises sous forme de prélèvement mensuel, pourquoi pas contemporain, prélèvement qui serait réalisé par l'administration fiscale. En résumé, nous nous opposons à tant de dispositions du texte qui nous est présenté que le rejet d'ensemble traduit parfaitement notre position. Enfin, et c'est peut-être là l'essentiel, le budget de 2017, tel que vous nous le présentez, est un budget de campagne. Vous l'avez conçu ainsi. Et vous ne pouvez donc pas vous étonner qu'ils ne reçoivent pas notre approbation. Alors que l'année dernière, selon vos termes, vous n'aviez pas les moyens. Vous proposez dans ce budget des mesures dont le coût en recettes croîtra de 12 milliards d'euros à l'horizon 2021. Vous proposez également des hausses de dépenses d'un montant équivalent, soit une impasse budgétaire de près de 25 milliards d'euros. Et évidemment, ces 25 milliards d'euros seront pour la prochaine majorité. Autrement dit, vous proposez les baisses d'impôts et vous nous chargez de trouver leur financement. Comprenez que le Sénat ne peut évidemment se prêter à cette opération. En conclusion, puisque le groupe PS n'est pas là, je vais néanmoins emprunter à une de ses représentantes, mon précédeur qui m'a précédé dans cette fonction de rapporteur de la Commission des finances, la motivation, puisqu'elle avait à l'époque
indiqué pour la présente majorité sénatoriale, qui est aujourd'hui si prompte à dénoncer nos positions. La rapporteure avait développé à l'époque, en opposant la question préalable au collectif budgétaire pour 2012, mais la rapporteure avait dit à l'époque, et je la cite, « Il est malvenu », c'est une citation, « de préempter le résultat des élections à venir », en proposant des mesures fiscales qui vont cette fois-ci à l'horizon 2020. Et comme la rapporteure a dès l'époque, je ne parle pas évidemment de la même politique fiscale, je constate, c'est une citation, que les ultimes et substantiels revirements opérés par le projet de loi en matière de prélèvements obligatoires parachèvent un quinquennat d'improvisation fiscale permanente et d'insécurité juridique nuisible à la croissance. Fin de citation. En conclusion, vous comprendrez, mes chers collègues, que la Commission des finances vous propose donc d'adopter la motion tendant à opposer la question préalable qu'elle vous présente aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Je n'ai pas à cet instant d'orateur inscrit contre la motion. Je n'en vois point. Je vais demander l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la position du gouvernement, ça ne vous surprendra guère, est évidemment défavorable. Et les arguments se résument en 3 phrases. La première, j'y reviendrai, c'est que le passé éclaire l'avenir. La deuxième, c'est que se contenter d'examiner n'est pas légiférer. Et la troisième, c'est que être responsable, c'est d'être lisible. Pourquoi ces 3 remarques? Que le passé éclaire l'avenir, oui, c'est la 3e année consécutive que votre serviteur a l'occasion de débattre des documents et des projets de loi de finances dans votre Assemblée. À chaque fois, à chaque loi de finances, à chaque loi de finances rectificative, à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, j'ai entendu les mêmes arguments. Vos recettes sont surévaluées, vos dépenses sont sous-évaluées. Mais le juge de paix, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, ce n'est pas les remarques que l'on fait au moment de l'élaboration des textes. Le juge de paix, ce sont les lois de règlement. Et que constatons-nous dans les lois de règlement? La Cour des comptes a certifié l'ensemble des comptes, aussi bien de l'État que de la sécurité sociale, madame la sénatrice, et ce n'était pas le cas auparavant. Mais que constate-t-on dans les lois de règlement par rapport à nos débats? En 2014, le gouvernement vous avez dit qu'il s'engageait à un déficit public de 4,4% du PIB. Les lois de règlement nous ont montré que le déficit a été finalement de 4%, soit inférieur à ce qui avait été débattu ici. En 2015, nous avions annoncé un déficit de 3,8% de l'ensemble du déficit public. Vous nous aviez dit « c'est pas croyable, c'est pas crédible ». Eh bien, le déficit dans les lois de règlement, vérifié par la Cour des comptes, s'est élevé à 3,5%, c'est-à-dire moins que ce que nous avions annoncé. En 2016, la loi de finances annonçait un déficit de 3,3%. Je peux vous dire aujourd'hui, à 1 mois de la clôture de l'exercice, selon toute vraisemblance, et le Haut Conseil des finances publiques que vous brandissez à chaque occasion n'a pas dit le contraire, que l'objectif de 3,3% sera atteint selon toute vraisemblance. Alors pour 2017, vous nous dites non, ce n'est pas possible, on ne sera pas en dessous de 3%. Eh bien, la Commission qui vient d'examiner notre texte, nos projets de texte, certes, a dit que 2,7% à politique inchangée, c'était probablement ambitieux. À politique inchangée, nous avons là aussi ce débat tous les ans. Et elle a chiffré notre déficit probable en 2017, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, à 2,9%, c'est-à-dire en dessous des 3%, comme le gouvernement s'y est engagé. Alors, première réflexion, réfléchissons-y, le passé éclaire l'avenir. Deuxième réflexion, examiner seulement n'est pas légiférer.
Je ne conteste pas le travail du Sénat. Qui serais-je pour juger? Je n'ai pas cette capacité à juger. Vous avez examiné les choses, oui, comme on regarde passer un défilé en signalant ici ou là qu'il manque un bouton, que le pli de la chemise n'est pas au bon endroit, peut-être même que la démarche n'est pas coordonnée. Oui, vous avez fait ce travail, mais qui est un travail de facilité. Que demande notre Constitution? Notre Constitution confie au Parlement et à lui seul, notre Constitution confie au Parlement et à lui seul le soin d'approuver les lois de finances, de fixer le montant des impôts, d'en fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Et je dis tranquillement, dans les yeux, ici, qu'en refusant de produire autre chose qu'une copie blanche, oui, je pense que le Sénat n'a pas répondu aux attentes du juge constitutionnel qui a effectivement confié au Parlement, je répète, et à lui seul. Vous vous en dessaisissez, ne vous étonnez pas que l'Assemblée soit seule ou restera seule à fixer les conditions budgétaires de l'année 2017. Troisième remarque et dernière remarque. Ça va bien se passer, Monsieur Husson, ne vous énervez pas. Troisième remarque, être responsable, c'est être lisible. Pourquoi dis-je ceci? Pourquoi dis-je ceci? J'ai hier entendu 35 orateurs à la suite, les uns des autres. 35 orateurs. Sur ces 35 orateurs, j'en ai compté 17 qui ont demandé l'inscription de crédits supplémentaires. Oui. Qui? Plus de crédits pour la défense. Qui? Plus de crédits pour l'aide publique au développement. Qui? Plus de crédits pour l'ANA. Qui? Plus de crédits pour les collectivités locales. Qui? Plus de crédits pour l'Agence de financement des infrastructures de transport. Et j'en oublie. Être lisible, être responsable, c'eût été, oui, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, c'eût été d'inscrire dans une colonne les dépenses que vous souhaitiez fixer, bien sûr en toute liberté, en pleine responsabilité, les dépenses que vous vouliez fixer pour l'État, et d'inscrire de l'autre côté, les recettes que vous prévoyiez de fixer pour le même budget de la nation. Et j'ai entendu sur les 35 orateurs combien d'entre eux qui me disaient il faut réduire les impôts, il faut supprimer l'ISF, il faut supprimer telle ou telle taxe. Oui, et la clarté, la responsabilité aurait été pour votre Assemblée, et surtout à la veille d'échéances électorales que chacun a en tête ici, pas plus vous que moi. Tout le monde a en tête ces échéances. Il eût été plus clair pour nos concitoyens, pour les débats publics, de ne pas rendre une copie blanche. Les années précédentes, vous aviez pris la responsabilité de rendre des copies incomplètes. Oui, vous n'aviez pas voté une fois l'article liminaire, une fois les tableaux d'équilibre. Dans le dernier PLFSS, vous avez même supprimé tous les articles d'équilibre. Vous n'avez pas dit s'il fallait plus d'ONDAM, moins d'ONDAM. Non, vous vous êtes contenté de regarder passer le défilé en signalant ici ou là un manquement à la bonne tenue réglementaire. Eh bien, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, vous prenez vos responsabilités, le gouvernement prend les siennes, il est évidemment défavorable, même s'il pourrait se trouver, même s'il pourrait apparaître que sur un plan pratique, cela facilitera le travail parlementaire dans sa globalité. Eh bien, le gouvernement regrette, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, que vous n'ayez pas eu ce courage de lisibilité, de transparence et de responsabilité. Et bien sûr, Monsieur le Président, le gouvernement est défavorable à cette motion de renvoi. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, la conférence des présidents a décidé d'attribuer pour les explications de vote sur cette question préalable un temps de 7 minutes par groupe à raison d'un orateur par groupe et de 3 minutes pour les sénateurs ne figurant
sur la liste d'aucun groupe. La parole est maintenant notre collègue Madame Marie-France Beaufils pour le groupe communiste, républicain et citoyen, et ce pour 7 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, prévision économique inconsidérément optimiste, encaissement de recettes par anticipation, absence de sincérité dans la programmation des dépenses, ponction intolérable sur les collectivités locales, mesures de propagande électorale. Voici quelques-uns des reproches que vous formulez dans votre question préalable. Ajoutons le trop d'impôts, trop de dépenses publiques, trop de fonctionnaires, trop de prélèvements obligatoires, et cela résume les points saillants des questions qui vont être au cœur du débat des prochains mois. Mais soyons clairs, le choix de la majorité sénatoriale, merci. C'est un peu difficile, je sais bien que vous êtes nombreux. Nous sommes présents, on peut nous écouter un petit peu, merci. Mais soyons clairs, le choix de la majorité sénatoriale de cette question préalable masque surtout votre refus de mettre en débat avant l'élection présidentielle les intentions profondes et les projets dévastateurs de votre candidat. Votre candidat François Fillon a pourtant déjà donné le ton, puisque dès l'été prochain, le premier cadeau fiscal commencerait par l'idéologique suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Pourtant, cet impôt pourrait être rendu plus rentable et utile pour assurer une plus grande justice fiscale. Il me semble que les recettes font partie du budget. Demain, nul doute que, sans froncer le sourcil, M. Fillon nous inviterait à reprendre une dose de retraite par capitalisation, réduirait encore les prestations sociales, transformant les mutuelles en guichets d'assurance, engagerait à travailler plus pour gagner moins s'il était élu. Nous sommes en 2016 et nous vivons dans l'une des 5 ou 6 premières puissances économiques de la planète. Il y a dans les richesses de ce pays, dans ses potentiels encore inexploités ou mésestimés, de quoi offrir un autre présent et un autre avenir à nos compatriotes, quel que soit leur âge. Nous aurions bien voulu discuter, ainsi que le montrent les quelques amendements que nous avons déposés sur la première partie de la loi de finances pour 2017, nous aurions pu discuter de la réforme fiscale, avec un barème de l'impôt sur le revenu, comptant un nombre de tranches plus important pour le rendre plus progressif et ainsi mieux prendre en compte la capacité contributive des redevables. Nous aurions pu discuter aussi de l'évolution de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas en baissant son taux que l'on atteindra l'objectif nécessaire et constitutionnel d'égalité de traitement entre contribuables, c'est en s'attaquant à ce qui le mine aujourd'hui gravement et qui se traduit par un coût moins élevé de l'impôt pour les plus grosses sociétés. Le coûteux dispositif du CICE a montré qu'il n'a aucunement atteint l'objectif assigné d'améliorer la compétitivité des entreprises et nous n'avons toujours pas réussi, monsieur le rapporteur général, à regarder combien et comment pèse la rémunération du capital sur ces entreprises pour qu'elles aboutissent à une meilleure compétitivité. Le non moins coûteux crédit d'impôt recherche devrait être recentré vers l'emploi effectif des jeunes chercheurs, docteurs et diplômés que compte notre pays. Et il est d'ailleurs regrettable que nous formions les cadres d'élite des entreprises britanniques, états-uniennes ou allemandes au seul motif que les patrons français sont trop frileux ou peut-être trop craintifs pour embaucher les diplômés formés par nos universités et nos grandes écoles. Nous aurions aimé discuter également du renforcement du rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Rien ne justifie que les investissements financiers des contribuables de cet impôt donnent lieu à un avantage fiscal plus important que celui accordé aux contribuables de l'impôt sur le revenu. Sur la seule ville de Paris, le patrimoine imposable des redevables à l'ISF atteint plus de 220 milliards d'euros.
Il semble que les conditions soient donc réunies pour leur demander un petit effort en direction de la collectivité. Quant à ceux qui préconisent je ne sais quel impôt citoyen, ils oublient un peu vite que les ménages payent en réalité 100 milliards d'euros de CSG, 100 milliards d'euros de TVA, plus de 50 milliards d'euros de fiscalité locale et près de 30 milliards d'euros de fiscalité énergétique qui, s'ils ne sont pas des impôts sur le revenu, sont quand même des impôts qui pèsent sur les ressources des foyers. La concentration de l'impôt sur le revenu semble déranger notre rapporteur général. Elle n'est que le produit de la concentration des revenus comme des patrimoines, fruit des inégalités sociales accrues par 10 ans de politique de droite, suivi d'un quinquennat Hollande qui, par manque de courage politique, n'a pas atteint les objectifs fixés. Ce n'est pas illogique quand les 10% des contribuables les plus aisés déclarent 35% des revenus imposables, quand les 25% les plus modestes peinent à en déclarer 5%. Dans cet ensemble, les 2% les plus aisés disposent même de près de 15% de revenus déclarés. Nous aurions pu discuter de la nécessité de stopper l'expansion continue de la fiscalité indirecte quand il s'agit pour certains de porter au maximum le taux normal de TVA qui a servi, je vous le rappelle, à financer le CICE. Petit rappel d'ailleurs, dans le rapport du comité de suivi du CICE, on nous précise que les mesures de financement de ce crédit d'impôt ont diminué le pouvoir d'achat des ménages et la demande adressée aux entreprises, pesant en retour sur l'emploi et l'investissement. C'est bien une citation. Et je ne sais toujours pas, pour le moment, ce que la majorité sénatoriale ferait de ce CICE. Quant à la dépense publique, sa réévaluation est indispensable pour la rendre plus efficace. Mais les ponctions dont sont victimes les budgets locaux pèsent sur les services dont les populations ont besoin, particulièrement dans cette période où la pauvreté s'aggrave. Et l'utilisation d'un plus grand nombre de compensations des exonérations d'impôts comme variable d'ajustement va encore toucher les collectivités dont les populations sont les plus modestes. La participation au redressement des comptes publics de l'État prive les collectivités de leviers d'intervention et de moyens d'investir dans les équipements et infrastructures qui pourtant favoriseraient le plein usage des potentiels de notre pays. Potentiel économique, de création, de recherche et d'innovation pour répondre aux défis de la protection de l'environnement, de l'habitat accessible à tous, de la santé publique et de la protection sociale, de la qualité de vie dans les villes comme dans les campagnes, dans le vivre ensemble au concret, comme dans l'imaginaire de la création artistique. L'alternative que nous proposons à l'austérité prônée par le projet de budget du gouvernement, comme par les mesures de la droite impatiente de reprendre le pouvoir, c'est la justice fiscale, des politiques publiques justes et progressistes, apportant des réponses à tous ceux qui se sentent exclus de notre société. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas la question préalable. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Et pour 7 minutes. Ça va, président? Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Quand la majorité sénatoriale dépose une question préalable, quand le parti soutenant le gouvernement, le Parti socialiste, pratique la chaise vide, permettez-nous de dire que cela révèle certains des dysfonctionnements de notre démocratie parlementaire actuelle. Notre groupe respecte le choix de la majorité sénatoriale, mais le regrette. Il est certes tout à fait normal d'utiliser les moyens de procédure parlementaire. Nous l'avons fait et nous ne le regrettons point. Par exemple, et je le rappelle à vous tous ici, quand nous avons utilisé un certain nombre de moyens de procédure parlementaire contre la loi de fusion des régions, je considère que, ensemble, certains d'entre nous ici, nous avions raison de le faire. Et qu'à partir du moment où ces moyens de procédure existent, eh bien, à chacun d'apprécier s'il doit les utiliser ou non. Et le cas échéant,
nous le referons, si nécessaire. L'article 44, alinéa 3 du règlement, dit que la question préalable a pour objet de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Et cette procédure a déjà été utilisée, et parfois de manière utile et bénéfique, lorsque, par exemple, le Sénat l'avait utilisée pour sauver la liberté d'association contre la volonté du gouvernement Chaban-Delmas et de l'Assemblée nationale d'alors en 1971. Mais il faut remonter à 1992 pour trouver une question préalable sur la première lecture d'un budget, c'est-à-dire sous le gouvernement Bérégovoy. L'événement, on le voit, est assez rare pour mériter d'être souligné. Parallèle intéressant aussi, pour qui se souvient de l'atmosphère difficile qui régnait alors à la fin de cette législature. Alors, les arguments avancés, et nous les avons entendus, monsieur le rapporteur général, vous nous avez dit, et vous nous avez expliqué que l'année dernière, le gouvernement n'avait tenu pratiquement aucun compte des observations, des amendements et du travail de la majorité sénatoriale. Et on peut le regretter, parce que nous sommes de ceux qui considèrent que, en respectant les diverses sensibilités, et il est bon qu'il y ait une majorité et une opposition, il est aussi bon que la majorité, quelle qu'elle soit, entende les observations et les propositions de l'opposition, quelle qu'elle soit. Et vous nous dites, on n'a tenu aucun compte, il n'a été tenu aucun compte de nos propositions, donc cette année, eh bien, comme ça sera la même chose, là, on va se priver du débat. Imaginez l'alternance, ça pourrait arriver, et que la même chose se reproduise pendant 5 ans, au motif que la première fois, eh bien, la nouvelle majorité ne tiendrait aucun compte des observations de la nouvelle opposition. Et il faudrait répéter ça pendant 5 ans ? Je crois que cela doit nous interpeller. Et cela doit nous faire réfléchir à la nécessité de valoriser l'action du Parlement, que le gouvernement, quel qu'il soit, ne nous facilite pas toujours, et de faire en sorte aussi que nous, qui sommes ici profondément attachés au bicamérisme, nous faisions le maximum pour justifier ce dont nous sommes tous convaincus de la nécessité de la présence d'une haute assemblée faisant des propositions. Et d'autant plus quand d'aucuns parlent soit de faire élire le Sénat par tirage au sort, pendant que d'autres, et non des moindres, proposent de supprimer la moitié d'entre vous. Et je crois qu'il est aussi bon de faire passer le message de notre capacité à proposer, de notre capacité à travailler ensemble, malgré ou grâce aux diverses sensibilités qui sont ici représentées. Alors, voilà ce que nous voulions dire, et en fonction de cela, mes chers collègues, unanimement, le groupe RDSE votera contre cette motion préalable. Dans le souci, justement, de dire qu'il est nécessaire pour nous d'avoir ce travail, d'avoir cet échange. Certes, et je n'en dirai que quelques mots, Monsieur le Ministre, certes, dans ce budget, tout ne nous convient pas à nous aussi. Et vous le savez, vous avez fait un budget en tenant compte du fait que nous étions en fin de législature, en fin de quinquennat. Mais oui, mais qui ne l'a pas fait? Et qui ne le fera pas? Parce que la réalité, c'est cela. Bon, et ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on est en fin de législature. Il y a, dans ce budget, nous le considérons, des prévisions de croissance qui nous paraissent trop optimistes. Souvent, il y a une tentation de surestimation des recettes et de sous-évaluation des dépenses. C'est la réalité. Bon. Et le verdict du Haut Conseil des finances publiques a été rappelé justement par le rapporteur général en disant que la réduction des déficits annoncée pour 2017 était jugée improbable. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais dans ce budget. Ça ne veut pas dire que nous considérons qu'il n'y a pas aussi un certain nombre de modifications à apporter. Et nous avons, malgré la procédure qui a été utilisée, déposé un certain nombre d'amendements pour dire
quels étaient les choix fondamentaux qu'il nous paraissait utile, Monsieur le ministre, de faire évoluer. Voilà, mes chers collègues, quelle est la position du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. C'est un propos de proposition, un propos de concertation. Et ce que je souhaite au nom de l'ensemble de mon groupe, c'est que justement, dans ces périodes difficiles, dans ces périodes électorales, nous faisions preuve les uns et les autres, et je sais que c'est le cas pour l'immense majorité d'entre nous, du maximum d'esprit de responsabilité. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe UDI Union centriste. Et ce, là aussi, pour 7 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, au risque de vous surprendre, je commencerai par vous dire que ce projet de loi de finances 2017 ne manque pas d'intérêt. Il est d'ailleurs très singulier quand on revient le regarder. Et au passage, il n'a laissé personne indifférent. On aura, c'est vrai, rarement entendu autant de qualificatifs pour un austère projet de loi de finances. Improbable, incertain, jouable, on dit les plus malicieux, insincère, disons-nous, avec le rapporteur général qui l'a très bien illustré tout à l'heure. Improbable, c'est l'avis du Haut Conseil des finances publiques lorsqu'il regarde l'atteinte de l'objectif de réduction de dépenses. Incertain, c'est toujours, selon le même Haut Conseil, l'avis qu'il peut donner lorsqu'il regarde le niveau de déficit que le gouvernement prétend atteindre. Il est jouable, enfin, nous dit M. Moscovici, avec malice, encore une fois, qui souligne en creux, quand même, que cela reviendrait à jouer un peu à la roulette avec les finances publiques du pays. Et puis nous disons, avec le rapporteur général, unanimement, du point de vue de la majorité sénatoriale, que ce projet, Monsieur le Ministre, nous paraît insincère, ce qui, à soi seul, contribue à justifier que nous votions la question préalable. Je reviendrai sur cette insincérité, mais je veux aussi dire que d'abord, ce projet de finances pour 2017 est caractéristique du quinquennat qui s'achève. Il me semble que c'est un très bon résumé des erreurs qui ont été commises. Il n'échappe pas à la frénésie fiscale. Le terme a fait florès, il a été employé par de très grands journaux, et il illustre même avec un taux de prélèvement obligatoire qui, pour l'année prochaine, devrait atteindre 44,5% du PIB contre 43,8% en 2012. On sait que les ménages auront subi sous ce quinquennat 35 milliards de hausse d'impôts entre 2012 et 2017. Je cite là les chiffres de l'OSCE. Et encore, on sait que la concentration de l'impôt a beaucoup grandi lors de ce quinquennat. Aujourd'hui, seuls 43,8% des ménages acquittent l'impôt sur le revenu. Et surtout, ce projet de loi de finances prolonge, me semble-t-il, votre maladresse fiscale, frénésie fiscale, mais aussi maladresse fiscale. Je parle ici du prélèvement à la source que le rapporteur général a longuement disséqué en commission des finances, comme nous avons longuement étudié l'ensemble des aspects de ce projet de loi de finances avec l'ensemble des rapporteurs. Maladresse fiscale parce que, Monsieur le Ministre, on a l'impression que vous voulez revivre un petit peu, curieusement, les affres de la demi-part fiscale des veuves. Et tous les intervenants que nous avons auditionnés en commission des finances nous ont dit, Monsieur le Ministre, que certes, vous les avez rencontrés, mais que vous ne les avez pas concertés. J'ai entendu votre argumentaire lors de la discussion générale. Monsieur le ministre, concerter, c'est établir un calendrier, fixer des principes, essayer de voir comment on peut bâtir des solutions ensemble. Tous nous ont dit que vous les aviez informés, mais que vous n'aviez sans doute pas pris en compte les obstacles techniques qui étaient posés, et nous avons alerté avec le rapporteur général sur ce point. Et donc, c'est une construction qui nous paraît virtuelle, comme finalement l'envie, un peu tard, de dire que la réforme fiscale pourrait être faite, même si elle n'a pas été faite, et même si elle serait de fait, de toute façon, reportée à l'année d'après. Frénésie et maladresse fiscale, j'en ai dit un mot, mais aussi inefficacité. Inefficacité quand on regarde le déficit et la dette. Le déficit qui devait passer sous les 3% en 2013, et on voit que nous n'y sommes pas encore, parce que vous nous dites que, d'ailleurs, en plus, vous nous disiez, en plus, que vous deviez revenir à l'équilibre budgétaire, et ce, pour 2017. Alors, si on regarde l'ampleur de l'écart pour l'équilibre budgétaire,
il manquera 70 milliards si on vous suit, 80 à 90 milliards si on suit le rapporteur général, ce que je fais volontiers. Et il y a deux raisons majeures à tout ça. C'est-à-dire que les dépenses publiques ont augmenté 2 fois plus que l'inflation. Elles augmenteront encore, si on vous suit, de 7,4 milliards en 2017. Et puis, enfin, je voudrais dire qu'il y a un doute stratégique qui a agité l'ensemble du quinquennat, s'agissant de la politique fiscale et de la politique économique, et qu'on le retrouve. Il y a un peu, trop peu, pour le réalisme différé, non assumé, quelquefois honteux. Je pense là au CICE. Et il y a beaucoup pour les concessions à l'aile gauche, concessions accrues à l'Assemblée nationale, d'ailleurs au travers de votes un peu pas très bien maîtrisés, il faut bien le dire. Et le ministre des Finances a lui-même reconnu qu'à l'Assemblée, il s'était fait beaucoup déborder et qu'il espérait d'ailleurs que le Sénat vienne corriger la copie. Et donc, Monsieur le ministre, à la confusion et à l'habileté qui était la vôtre dans le projet de loi de finances, se sont ajoutées un certain nombre d'incohérences qui font qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits et que vous nous avez déversé des larmes de crocodile en nous disant que finalement, il était bien dommage que le Sénat ne corrige pas la copie de l'Assemblée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à corriger à l'intérieur. Monsieur le ministre, le bicamérisme a du bon, bien évidemment. Et je veux dire que le bicamérisme suppose que la Chambre haute utilise l'ensemble de ses prérogatives. Pas seulement celle de corriger, mais aussi celle de refuser. Refuser un texte manifestement en trompe-l'œil. Refusant le budget, nous censurons aussi la politique du gouvernement. L'abandon de l'autorité, la cacophonie. Cette question préalable vient aussi s'adresser à toute la politique du gouvernement que nous censurons budgétairement, mais ça a de la force. Il y a des raisons en cela à foison dans ce projet de loi de finances. La surestimation de la croissance et des recettes, la sous-budgétisation, le renvoi de dépenses sur les budgets futurs, quelques bombes à retardement aussi, la ponction même légèrement adoucie pour les collectivités locales, qui chiffre quand même l'effort à 27 milliards depuis 2014, mesurons-le ensemble. Ce qui est singulier dans ce PLF, ce n'est pas simplement les techniques ancestrales, vieilles comme le budget, qui sont utilisées, mais la conjonction du tout qui fait que ce budget nous paraît en trompe-l'œil. Nous estimons à 11 à 13 milliards qui auraient dû être ajoutés en dépenses, 5 à 7 qui auraient dû être enlevés en recettes et 1,2 milliard d'acomptes qui ne devraient pas figurer et qui sont prélevés injustement sur les entreprises. Il suffit de se comparer pour en juger. La France est à la traîne. Elle l'est quand on regarde la croissance. Elle est malheureusement en haut de la liste s'agissant de la dépense publique. Pourtant, vous aviez une conjonction astrale formidable que vous n'avez pas su utiliser, la parité euro-dollar, l'inflation, bien sûr, la baisse des taux et le prix du pétrole bas. Tout ceci nous a anesthésiés et c'était effectivement dangereux. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI-UC, Monsieur le ministre, votera cette question préalable pour un budget que nous estimons d'ores et déjà caduc. Il faut d'ailleurs s'interroger entre la prévision de juillet et le vote du PLF en décembre. De toute façon, la conjoncture avait changé. Nous voterons cette question préalable avec la conviction que le Sénat est dans son rôle en marquant son opposition globale à ce PLF. Et bien sûr, la question préalable qui peut s'appliquer à bien d'autres textes peut également l'être sur un projet de loi de finances. Un Sénat fort, un Sénat restauré dans ses prérogatives et qui utilise celle de vous dire non sur cette proposition budgétaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue André Gattolin pour le groupe écologiste et pour 7 minutes. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui le vendredi suivant la transmission du PLF au Sénat. Rappelons que l'an dernier, et dans ce même délai, nous étions déjà entrés dans la discussion de la seconde partie. Autrement dit, la majorité sénatoriale aura cette année mis plus de temps à tenter de se justifier de ne pas examiner la première partie du PLF qu'elle aurait pu en mettre formellement à l'étudier. Par une telle manœuvre, mes chers collègues, à qui pensez-vous sincèrement que le Sénat s'adresse encore, si ce n'est à lui-même ou, plus exactement, si on regarde l'hémicycle, à une partie de lui-même? Quels arguments peut-il bien nous rester pour donner tort à ceux de nos concitoyens qui ne cachent plus aujourd'hui leur défiance à l'égard de la représentation nationale?
En écoutant l'interminable succession d'interventions à laquelle nous avons été astreints hier, il est un fameux mot d'Edgar Faure qui m'est soudainement revenu. Litanie, liturgie, léthargie. La question préalable que vous avez déposée, Monsieur le rapporteur général, est principalement justifiée dans son exposé des motifs par l'électoralisme qui caractériserait ce budget. Excusez-moi, monsieur le rapporteur, vous êtes bien trop avisé pour ignorer que l'électoralisme est consubstantiel à la politique, en particulier en période préélectorale. Je crois sincèrement que vous avez tort, a priori, de vouloir disqualifier un budget dit de campagne. D'abord, parce qu'avec le chevauchement des calendriers politiques et budgétaires, le dernier budget d'un quinquennat est par définition un budget de campagne. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler ici que ce n'était pas, loin s'en faut, l'apanage de la gauche. Le dernier budget de droite, en effet, que nous avons eu à examiner, celui de 2012, présentait un écart entre la prévision de croissance et le consensus des économistes de l'époque qui était le double de celui aujourd'hui décrié. Ensuite, parce que ce n'est pas méprisable, une campagne. C'est même l'essence de la démocratie. Et précisément, dans une campagne, l'examen budgétaire exige une rigueur tout autre que les insertions médiatiques qui souvent l'accompagnent. Un tel examen rend, par exemple, délicat la dénonciation de la baisse des dotations des collectivités quand on propose en parallèle d'accroître l'effort de 20 milliards d'euros supplémentaires. Il rend incohérent l'adoption de la plupart des missions ainsi que le rejet de quelques autres pour manque de moyens quand on propose en parallèle 30 milliards d'économies de l'État. Il rend inconséquent l'appel à respecter les engagements européens de la France quand, par ailleurs, on propose de repousser à 2020 le retour du déficit sous la barre des 3%. Cette question préalable a cependant, à vos yeux, je le comprends, une grande vertu. Elle évite de soumettre vos propres propositions de campagne à l'examen rigoureux de la représentation nationale. Le Sénat serait pourtant sorti renforcé d'une telle confrontation à la fois politique et technique entre deux budgets de campagne différents. Dans le long exposé des motifs de la question préalable, l'essentiel des arguments est d'ailleurs de cet ordre. De très bons arguments de débat, c'est incontestable, mais qui deviennent un peu absurdes dès lors qu'ils visent à démontrer la nécessité de renoncer à ce même débat. Je n'ai en fait relevé dans ce texte qu'un seul argument qui me semble mériter d'être considéré, c'est l'impossibilité constitutionnelle que le Sénat aurait de rectifier convenablement le budget. Il est bien sûr à relativiser, car en 2012, dans une situation symétrique, la majorité sénatoriale de l'époque avait pris ses responsabilités et bel et bien adopté un contre-budget. Mais après tout, on peut admettre qu'il n'était pas pleinement satisfaisant, ce contre-budget, tant il est vrai qu'en matière budgétaire, le Parlement joue les utilités. Alors, monsieur le rapporteur général, j'ai envie de vous prendre au mot. Si, comme il est écrit dans cette question préalable, la LOLF bride le Sénat au point de le conduire à se saborder, pourquoi ne pas faire en même temps campagne pour le réformer? Serions-nous condamnés à l'impuissance? Pour ma part, j'ai déjà déposé dans cet hémicycle des amendements d'appel en ce sens. Il me semble d'ailleurs que la première difficulté tient à la concentration de la discussion budgétaire en un temps extrêmement réduit. 20 jours très denses pour la première lecture au Sénat, et cela ne permet pas un travail serein. De plus, la vision d'ensemble que ce délai réduit était censé permettre n'est en fait qu'une illusion. Les mesures d'équilibre sont tricotées entre PLF, PLFSS et PLFR de fin d'année, ce dernier étant systématiquement détourné de sa fonction première de rectificatif de l'année en cours. Il conviendrait donc déjà de respecter strictement la distinction entre le PLF de l'année suivante et le PLFR de l'année en voie d'achèvement. Il faudrait également encadrer un minimum le droit d'amendement gouvernemental. Il n'est pas, par exemple, acceptable que le CICE ait pu être introduit par un amendement déposé le jour même de son examen à l'Assemblée nationale. De plus, afin d'alléger la discussion de l'automne, de nombreuses mesures d'ampleur pourraient très bien trouver leur place dans les PLFR de courte année. Je pense, par exemple, au cas du prélèvement à la source, à la réforme de la DGF ou à la création du CAS Transition énergétique. Une seconde difficulté tient aussi à la monopolisation des ressources de l'État par le gouvernement. Des institutions comme le Conseil d'État ou la Cour des comptes devraient être davantage au service du pouvoir de contrôle exercé par les chambres, comme c'est déjà le cas dans nombre de nos pays voisins.
Il en va de même pour les données. Malgré plusieurs mètres linéaires annuels de documents budgétaires, il est toujours impossible de retracer précisément les changements de périmètre d'une mission sur plusieurs années ou de procéder à de simples calculs d'impact des réformes fiscales. La quasi-exclusivité dont dispose le gouvernement sur les données d'État n'est, à notre sens, pas acceptable. Enfin, la troisième grande difficulté tient bien sûr à l'article 40. Je me garderai bien, en si peu de temps, d'en ébaucher une réforme, mais je crois que ni la jurisprudence qui a bourgeonné au fil du temps, ni le principe des compensations intra-missions, qui n'ont que peu de sens politique, ne sont satisfaisants. Ce ne sont ici, je le reconnais, que quelques pistes de réponse à un véritable problème de fond. Le nombre d'amendements budgétaires déposés chaque année, si élevé par rapport à celui de nos voisins, des pays voisins, est probablement un des symptômes des faibles pouvoirs budgétaires de notre Parlement. Alors nous espérons que vous aurez accord, monsieur le rapporteur, en cohérence avec le raisonnement que vous nous présentez, de porter ces débats au sein du Sénat. En attendant, parce que nous pensons que les arguments politiques ont davantage vocation à alimenter le débat parlementaire plutôt que de l'interdire, le groupe écologiste s'opposera à cette question préalable. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Dallier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de vous faire part de notre étonnement, pour ne pas dire plus, face au comportement de nos collègues socialistes qui, hier, se sont donnés en spectacle, qui, aujourd'hui, font relâche, manifestement, contre le dépôt de cette question préalable. Certes, ils sont dans un jeu de rôle que nous comprenons parfaitement, mais cela ne justifie en rien les termes utilisés hier à l'encontre du président du Sénat et de notre institution, que nous affaiblirions ainsi. En matière d'affaiblissement du Sénat, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ceux qui l'ont tellement affaibli entre 2011 et 2014. Dois-je vous rappeler ensuite que cette motion de procédure n'a rien d'exceptionnel pour une loi de finances. À l'Assemblée nationale, entre 2007 et 2012, le groupe socialiste a, tous les ans, déposé une motion de rejet préalable contre chacun de nos PLF. Le groupe Les Républicains, depuis dans l'opposition, fait de même. Ici, au Sénat, en mars 2012, vous aviez la majorité. Vous avez rejeté, par le même moyen, sans débat, le projet de loi de finances rectificative. Et nos chers collègues du groupe CRC l'ont fait en 2014 pour rejeter votre projet de loi de finances pour 2015. Il est vrai que jusqu'alors, nous n'avions pas fait ce choix et que nous avions essayé d'amender le projet de budget. Mais cette année, son examen attentif en commission, nous y avons consacré 9 semaines, commission des finances et autres commissions également. Ces 9 semaines nous ont conduit à la conclusion qu'il est trop insincère pour nous prêter à votre jeu. Votre budget est un budget électoraliste qui ouvre les vannes de la dépense publique en reportant la facture à plus tard. Nous ne l'acceptons pas. Monsieur le ministre, lors de la discussion générale jeudi dernier, vous réclamiez un débat argumenté et chiffré. Eh bien, dont acte. Votre hypothèse de croissance, personne n'y croit. Ni le Haut Conseil des finances publiques, ni le consensus des économistes, et peut-être même pas vous. Elle entraîne cette surestimation des recettes évaluées par la Commission des finances, surestimation évaluée entre 3,5 et 6 milliards d'euros. À cela, il faut ajouter vos tours de passe-passe, toujours sur ces recettes, qui auraient dû être perçus en 2018 et qui seront perçus par avance en 2017, ce qui vous permet bien évidemment de gonfler artificiellement leur montant. Je fais la liste. 500 millions de majoration d'acompte d'impôt sur les sociétés, 100 millions d'acompte de la majoration de TASCOM, 200 millions d'acompte de TASCOM rajoutés par les députés, 400 millions d'acompte de prélèvements forfaitaires. Au total, il y en a pour 1,2 milliard. Une estimation prudente, tenant compte d'une hypothèse réaliste de croissance, sans perception de recettes par anticipation, conduit donc à minorer vos prévisions de recettes de 4,7 à 7,2 milliards.
Mais ces tours de passe-passe budgétaires ne se limitent pas aux recettes. En dépenses, vous avez modifié le pacte de responsabilité pour transformer en crédit d'impôt payable en 2018 des mesures qui devaient impacter initialement le budget 2017. Et ce n'est pas tout. Vos nouvelles promesses, dont le caractère électoral n'échappe à personne, seront presque exclusivement financées par les budgets de 2018 et ultérieurs. Il y en a pour 10,3 milliards d'euros, excusez du peu, et en voici le détail. 1,12 milliard de montée en charge de la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui passera de 331 millions en 2017 à 1,45 milliard en 2018. 1,6 milliard de hausse du CICE, 1,67 milliard de crédit d'impôt pour la transition énergétique, 1,1 milliard de crédit d'impôt pour les services à la personne, 600 millions de crédits d'impôt pour les associations, 2 milliards annoncés pour le 3e programme d'investissement d'avenir en 2018, sans aucun crédit de paiement en 2017, 1,16 milliard pour le plan contre la surpopulation carcérale, aucun crédit de paiement en 2017, 150 millions sur les 250 annoncés pour la police et la gendarmerie, et enfin 1 milliard pour la rénovation urbaine annoncée par François Hollande en octobre dernier, les banlieues ayant été les grandes oubliées de votre quinquennat. Et sur ces 1 milliard, nous n'avons que 100 millions de crédits inscrits en 2017. À ces 10,3 milliards de dépenses reportées sur l'année prochaine s'ajoutent des dépenses 2017 largement sous-estimées. La recapitalisation d'Areva, à hauteur de 2 milliards d'euros en 2017, aura aussi des incidences sur le solde public non prises en compte dans le projet de budget. Les sous-budgétisations des missions, c'est souvent le cas, notamment sur les OPEX, 500 millions. On nous a expliqué en commission des finances que c'était tout naturel de ne pas estimer les OPEX à leur coût réel. C'est quand même une drôle de manière d'apprécier la LOLF et ses exigences. L'hébergement d'urgence, même si les choses vont mieux cette année, parce que vous avez rebasé un peu les crédits en PLF sont déjà inférieurs à l'exécution 2016. Je rajouterai les contrats aidés, la masse salariale. Ces sous-budgétisations sont estimées par notre commission des finances entre 1,1 et 2,1 milliards d'euros. Une estimation sincère, sans report à 2018, devrait ainsi majorer le montant des dépenses pour 2017 de 13,4 à 14,4 milliards d'euros. Et si je voulais en rajouter encore, je pourrais parler des fonds de tiroir que vous êtes allés faire chez Action Logement, à la CGLLS ou dans les chambres de commerce et d'industrie. Au total, mes chers collègues, dépenses et recettes sous-estimées et surestimées, il y en a à peu près pour 20 milliards d'euros. Le déficit budgétaire de l'État ne serait donc pas de 69,3 milliards d'euros en 2017, mais de près de 89 milliards d'euros si on incluait toutes les dépenses. Alors, Monsieur le ministre, vous souhaitiez des arguments chiffrés, vous les avez. Une telle sous-estimation du déficit public rend sa prévision absolument aléatoire, et c'est bien pour cette raison que le groupe Les Républicains votera pour cette motion présentée par la commission des finances, tendant à opposer la question préalable afin de rejeter ce projet de budget que nous jugeons totalement insincère. Merci. La parole est maintenant au président Philippe Padneau. Et pour 3 minutes, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, je ne vais pas entretenir de suspense inutile. Je ne voterai pas la question préalable. Comme vous, je désapprouve ce projet de budget. Comme vous, je le trouve insincère. Je pourrais reprendre à mon compte la totalité de l'analyse critique que vous avez faite, mais je n'en tire pas les mêmes conséquences. Je ne voterai pas la question préalable pour une question de principe.
Ne pas examiner le budget, c'est nier le travail d'analyse que les commissions, les rapporteurs, les administrateurs ont fait. C'est renoncer à faire des propositions d'amendement. C'est renoncer à porter la parole de nos concitoyens qui sont venus nous voir et qui attendent que nous reprenions les différentes demandes qu'ils ont faites. Je ne suis pas dupe de la capacité réelle que nous avons de faire évoluer les choses, mais nous pourrions au moins prendre date. Pour ma part, quand on n'approuve pas un budget, on vote contre, mais après l'avoir examiné. En conséquence, et comme je l'ai indiqué d'entrée, et comme j'ai toujours fait, quel que soit le gouvernement, je ne voterai pas cette question préalable. Merci, mon cher collègue. Résultat du scrutin portant le numéro 68 sur la motion 37 tendant à opposer la question préalable avec les délégations de vote notifiées à la présidence. Nombre de votants 235, nombre de suffrages exprimés 234, pour l'adoption 183, contre 51. Le Sénat a adopté. Le projet de loi de finances pour 2017 n'est donc pas adopté. Chers collègues, avant d'annoncer l'ordre du jour, je voudrais remercier Madame la Présidente de la Commission des Finances, le rapporteur général et le ministre, même si on est dans une configuration particulière, les travaux ont été conduits et je voulais les remercier, ainsi que l'ensemble des membres de la Commission des Finances et l'équipe de la Commission des Finances qui fait un très gros travail pendant cette période. Alors j'ai vu que le nombre d'heures avait même augmenté de 20 heures au total pour l'examen des rapports et des avis, ce qui démontre bien que le travail a été effectué. Voilà pour les débats des sénateurs et l'adoption de la question préalable sur ce projet de loi de finances 2017. Une motion qui a pour effet de rejeter directement le texte avant même de débattre des articles. Vous avez pu le voir, c'est la droite sénatoriale qui a décidé d'adopter cette motion par 183 voix pour. La gauche, en revanche, elle, était contre. Les socialistes, eux, étaient tout simplement absents de l'hémicycle. Ils avaient décidé de boycotter ce vote face à cette question préalable. Tout autre chose à présent, on passe maintenant aux travaux de la commission des lois sur le méga fichier TES. Ce fichier qui doit comprendre les données d'identité et les données biométriques de 60 millions de Français issus des demandes de passeport et des cartes nationales d'identité. C'est un fichier qui suscite de nombreux débats et de nombreuses controverses puisqu'il a été mis en place grâce à un décret pris de façon assez discrète au mois d'octobre. Eh bien, sachez que la commission des lois, notamment son président, Philippe Bas, a demandé la suspension de ce décret. Il craint en effet les piratages, les détournements de ce fichier. Il avait auditionné sur ce sujet deux institutions assez inquiètes, le Conseil national du numérique, mais aussi la CNIL. Depuis, eh bien, les sénateurs ont également auditionné le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et cette semaine, la DINSIC et l'ANSSI, c'est-à-dire eh bien, une direction interministérielle, une agence nationale qui sont chargées de remettre un audit à Bernard Cazeneuve au mois de janvier pour étudier les modalités selon lesquelles eh bien, ce fichier doit être mis en place. Deux institutions qui ont estimé que ce méga fichier allait d'ailleurs attirer de nombreuses convoitises. Voyez leur audition, c'était mardi au Sénat. Mes chers collègues, nous nous réunissons dans cette salle pour procéder à l'audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonjour Monsieur Poupard. Et de Monsieur Henri Verdier, qui est directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Bonjour Monsieur Verdier. Nous procédons à votre audition, non pas pour que vous nous donniez votre avis sur le futur fichier des cartes nationales d'identité qui a fait l'objet d'un décret au mois d'octobre dernier, mais pour que vous puissiez nous expliquer le mode de travail, les méthodes de travail, les vérifications auxquelles vous avez certainement commencé à procéder, dans quel calendrier cela s'inscrit, afin que nous comprenions votre mission. Vous savez que le Sénat s'est intéressé à cette question depuis très longtemps, puisque c'est à la suite d'un rapport sénatorial de 2004
2004 qu'une proposition de loi a été présentée par des collègues sénateurs, dont notre collègue Jean-René Le Serre, mais aussi M. Michel Houel, en 2011, sur la question du fichier des cartes nationales d'identité, qui n'était pas vue pour elle-même, mais pour répondre à une préoccupation sociale importante, celle de la sécurisation de l'identité de chacun de nos concitoyens. Puisqu'à la suite d'un certain nombre d'usurpations d'identité qui s'ajoutent au problème de faux documents d'identité, nous avions, à la commission des lois du Sénat, constaté que c'était devenu un vrai problème de société et sans doute une source de grandes difficultés pour les personnes qui en sont victimes. Notre collègue François Pillet, qui est présent parmi nous, a été rapporteur d'une proposition de loi qui a été débattue en 2011 et 2012. Celle-ci aurait normalement, compte tenu de son origine sénatoriale, dû être adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernemental, après réunion d'une commission mixte paritaire, où l'Assemblée et le Sénat étaient tombés d'accord, présenté à l'Assemblée nationale, a déséquilibré le texte de telle manière que nous n'avons pas pu le voter. Il a été déféré au Conseil constitutionnel. Celui-ci a annulé les dispositions que nous avions refusé de voter à l'époque. Je vous rappelle ces événements pour vous dire que, premièrement, ce n'est pas par principe que le Sénat serait hostile à la création d'un tel fichier. Et deuxièmement, ce faisant, il a toujours été soucieux que ce fichier, par ses finalités et par la désignation des personnes habilitées à le consulter, devait être protecteur des libertés et que les données qu'il comporte devaient être protégées. Alors, devant le problème qui nous est posé, j'ai saisi dès le 18 octobre le ministre de l'Intérieur, qui m'a répondu le 27, 2 jours avant de prendre le décret pour créer le fichier. Et nous avons décidé de procéder à un certain nombre d'auditions, lesquelles ont eu lieu, je crois, au début de la semaine dernière, je ne me trompe pas, non, de la semaine d'avant, il y a 15 jours maintenant. Audition du ministre de l'Intérieur, mais aussi audition de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et audition du président du Conseil national du numérique. À la suite de ces auditions, nous avons eu un débat en séance publique avec le ministre et un certain nombre d'entre nous, dont moi-même, ont demandé au ministre de suspendre l'exécution du décret jusqu'à la vérification d'un certain nombre de points, parmi lesquels la protection de ce fichier contre les attaques extérieures et la garantie de non-mutabilité du fichier pour qu'il soit radicalement impossible d'en faire un autre usage moyennant modification technique que celui pour lequel il serait créé. Le ministre nous a répondu qu'il vous saisissait, que votre rapport serait rendu public, qu'il était prêt alors à revenir devant le Sénat pour nous indiquer les conclusions qu'il tirerait de votre rapport. Le mot de suspension n'a donc pas été prononcé, mais par la réponse du ministre, nous avons compris que le fichier ne serait pas mis en œuvre avant que cette procédure ait eu lieu. Et de ce point de vue, nous avons en partie eu satisfaction. Compte tenu de l'importance de ce sujet, j'ai tenu à ce que la commission des lois vous auditionne l'un et l'autre. Et je le redis, c'est pour comprendre le travail que vous allez faire, les questions que vous vous poserez vous-même, la manière dont vous pourrez élaborer les réponses. Et parmi les questions que nous nous posons, il y a la question du fichier des passeports. Ce fichier existe depuis près de 10 ans maintenant. Le ministre de l'Intérieur nous a dit qu'il présentait les mêmes caractéristiques que le fichier des cartes nationales d'identité qu'il s'agirait de mettre en place. Et nous nous interrogeons a posteriori
sur l'application des mêmes garanties au fichier des passeports que celles que nous espérons voir mettre en place par le gouvernement pour le fichier des cartes d'identité. Parce qu'il nous semble que, et le ministre a longuement insisté sur ce point, que si nous considérons que les garanties ne sont pas suffisantes pour les cartes d'identité, elles ne le sont pas non plus pour les passeports. Nous avons vu au cours des dernières années, et on a attiré notre regard sur ces points, beaucoup de grandes institutions, notamment américaines, qui ont été attaquées, et nous en avons déduit, nous qui ne sommes dans l'ensemble pas techniciens de ces matières, que les forteresses numériques les mieux protégées ne sont pas invulnérables. Par conséquent, si vous êtes amené à avoir sur le fichier des cartes nationales d'identité des conclusions qui vous conduisent à proposer des garanties supplémentaires, certainement que vous devrez les proposer aussi pour le fichier existant des passeports, le lien entre les deux étant très grand. Voilà, je vous demande pardon de cette longue introduction, mais je crois que c'est toujours plus facile pour des personnalités que nous auditionnons, qu'elles sachent bien ce que nous attendons d'elles et qu'elles ne se méprennent pas sur nos intentions. Il ne s'agit pas pour nous de vous faire dévoiler des conclusions qui n'existent pas. Bon, voilà. Donc, je vous donne la parole dans l'ordre qui vous plaira. Donc, si vous en êtes d'accord, Monsieur Poupard, vous pouvez la prendre maintenant. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs. Alors peut-être vous présenter l'ANSSI en deux mots, sans y passer évidemment la soirée, mais pour replacer notre action dans son contexte. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a été créée en 2009, on est très jeune encore, mais sur la base d'un historique. Nous sommes service à compétence nationale, rattaché au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, et donc un service du Premier ministre. Ça nous place dans une position interministérielle qui est plutôt intéressante puisque ça nous permet de travailler avec l'ensemble des ministères et des administrations. Et peut-être le point le plus important à retenir sur le choix du modèle français en termes de cybersécurité, c'est que l'ANSSI ne s'occupe que de protection des réseaux. L'ANSSI n'est en aucun cas un service de renseignement ou un service qui fait de l'attaque informatique. Ça peut paraître une évidence, mais chez beaucoup de nos alliés, c'est pas le même modèle qui est choisi, c'est même plutôt le modèle inverse qui mélange les différentes missions. Alors, ce service, on est 500 aujourd'hui, on est essentiellement des ingénieurs, des experts techniques. On a deux missions essentielles. Une mission d'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on veille à établir les standards et à faire en sorte que ces standards soient respectés dans la sécurisation des réseaux les plus sensibles, que ce soit des réseaux publics au sein de l'État ou bien des réseaux privés, notamment en lien avec les opérateurs d'importance vitale, donc tous ces opérateurs privés dont la sécurité est essentielle pour la nation, bien que privée. Et d'autre part, nous sommes autorité nationale de défense des systèmes d'information. On joue beaucoup sur les mots, on jargonne un peu, mais ça veut dire qu'au-delà d'un rôle de prévention et d'édiction des règles, on a également un rôle de défense active qui consiste à protéger les ministères. On développe nos propres sondes, nos propres capteurs qui permettent de vérifier en temps réel si les ministères sont attaqués ou non. Et donc on a un service H24 comme ça qui monitore les attaques potentielles, certainement pas ce qui rentre et ce qui sort pour leur contenu, mais bien pour chercher à détecter des traces d'attaque. Et en cas de détection d'attaque, en lien avec les ministères potentiellement victimes, on a des équipes capables d'agir, capables d'intervenir chez la victime potentielle pour vérifier si c'est réellement une attaque. Et puis, dans le cas où c'est une attaque, parce que ça arrive, être capable d'aider la victime. On communique peu sur ces affaires-là, puisque le but, c'est pas d'ajouter du malheur au malheur, comme je dis souvent, mais on a eu un cas en 2015 qui a été très médiatisé, c'est celui de TV5 Monde, puisque là, on a été amené à aider une victime, alors avec des journalistes très présents, donc ça a été très médiatisé, sur une attaque qui visait à être visible, justement, si je peux me permettre ce terme. Et donc, on a des équipes qui sont reconnues, qui sont capables d'aller vraiment porter assistance. Donc, une phase de prévention et une phase de réaction, d'aide aux victimes. Alors, dans ce cadre-là, on conduit notamment des inspections, si je rentre un peu plus dans le détail, dans nos relations avec les différents ministères. On a à la fois, on est là pour porter la bonne parole, pour sécuriser les ministères eux-mêmes, et on est également là pour coopérer
avec ces mêmes ministères, donc c'est très ambivalent, parce que la cybersécurité, il y a certes une agence comme l'ANSSI qui est en charge de la question, mais on ne veut surtout pas capturer l'ensemble du sujet. On veut au contraire que ces ministères montent en compétences progressivement. C'est très inégal. Je ne citerai pas les mauvais élèves, mais il y a des très mauvais élèves aujourd'hui parmi les administrations et les ministères. Il y a des ministères qui sont beaucoup plus sensibilisés aux questions de sécurité. Et là, pour le coup, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, en tant que ministère régalien en charge de questions de sécurité, ont beaucoup plus l'habitude, historiquement, de traiter de ces questions-là et ont pris un virage plus naturellement que d'autres ministères qui sont moins sensibilisés à ces questions-là. Alors, on fait des inspections, ça veut dire que ce ne sont pas des audits comme ça, ça a une véritable valeur d'inspection, donc ça nous met dans une position de vérificateur potentiel, même si là, ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui avec le fichier TESS. Alors, quand on nous dit allez vérifier la sécurité de tel ou tel système, concrètement, c'est quelque chose qui est assez bien modélisé. On ne fait pas ça au hasard en envoyant 3 experts, en disant regarde ce que tu trouves. Non, c'est quelque chose qui est assez bien modélisé et qui est porté par l'ANSSI comme par d'autres. Ce sont des méthodes assez générales qu'on appelle des méthodes d'assistance à l'homologation. L'idée étant que quand on a un système d'information qui détient des biens à protéger, eh bien, il y a tout un travail d'inventaire. Alors, inventaire d'abord de qu'est-ce que l'on veut protéger. Dans le cadre du fichier TESS, ce serait typiquement les données des personnes, les données biométriques, des choses comme ça. Contre quoi on veut protéger ces informations-là? Il y a des fois, typiquement, ce que l'on veut protéger, c'est la confidentialité des informations. On ne veut pas que quelqu'un vienne les voler, vienne en prendre connaissance. Il y a d'autres cas où c'est absolument pas la confidentialité. Parfois, on peut vouloir protéger des informations qui sont publiques, mais on peut vouloir protéger face à des attaquants qui pourraient chercher à modifier ces informations ou à simplement les effacer. Donc, c'est très important, et c'est là où on a un rôle d'assistance, très souvent, de bien poser les questions. Très clairement. On ne sécurise pas un réseau comme ça dans l'absolu. On sécurise des biens particuliers face à des menaces particulières, face à des niveaux de menaces également. On ne se protège pas de la même façon contre un pirate isolé dans son garage ou bien contre une grosse agence de cyber-offensive d'un grand pays. Donc c'est tout ce travail-là que l'on fait. Quelque part, on aide à bien poser la question. Et dans ce domaine-là, bien poser la question, c'est déjà commencer à y répondre comme dans beaucoup d'autres domaines. Une fois qu'on a fait ce travail-là, interviennent des auditeurs, ce qu'on appelle les auditeurs chez nous. Et il y a 2 types d'auditeurs essentiellement. Des auditeurs qui vont regarder les aspects techniques des choses, donc qui vont aller vérifier que les mécanismes techniques mis en place pour répondre à la question posée sont efficaces, sont bien mis en place, sont bien robustes. Et puis également, quelque chose qui est au moins tout aussi important, qui est l'aspect organisationnel, parce qu'on ne protège pas un système d'information uniquement par des moyens techniques. On a souvent l'impression que la cybersécurité, tout ça, c'est un travail d'ingénieur, c'est de la technique qui répond à des problèmes techniques, c'est faux. Il y a vraiment tout un côté organisationnel qui est essentiel, et c'est la combinaison de mesures organisationnelles et de mesures techniques qui permet, in fine, d'atteindre ou pas, d'ailleurs, les objectifs qui sont fixés. Et une fois qu'on a terminé ce travail-là, j'ai jamais vu un rapport d'audit qui dit tout est bon, tout est parfait, tout est vert. Pour citer une anecdote, il y a même une fois quelqu'un qui est dans un ministère qui m'a dit mais il n'y a pas de verre dans votre imprimante. C'est un peu vrai. Donc on a toujours des remarques à faire. On a toujours tendance à chercher à mettre des barrières, à mettre plusieurs barrières, à ne pas s'appuyer sur des barrières simples, parce qu'on se dit bon, même si on a confiance aujourd'hui dans tel mécanisme, on veut être prudent. Donc suivant le niveau de menace envisagé, on peut mettre plusieurs barrières pour durcir les choses. Et très souvent, on identifie ce que l'on appelle alors, soit des vulnérabilités majeures, et dans ce cas-là, l'homologation n'est pas possible, en tout cas, on la déconseille fortement, il faut corriger. Soit, une fois que tout est bien corrigé, en général, on identifie des vulnérabilités résiduelles, et ce que je dis là, ce n'est pas ciblé sur TESS, c'est bien quelque chose de totalement général, qui se passe dans tous les audits que l'on peut faire. Il reste toujours des prises de risque qui peuvent être minimes. Dit autrement, on a complètement renoncé, mais il n'y a pas que nous, à une notion de sécurité absolue. Il n'y a pas les systèmes sécurisés, les systèmes qui ne le seraient pas. On faisait ça, alors c'est pas forcément idiot, ce serait séduisant. On faisait ça il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé dans l'ancêtre de l'ANSSI, pour les systèmes les plus sensibles, notamment ceux qui traitent du classifié de défense, eh bien, on investissait énormément sur les équipements de chiffrement, notamment. Et puis, après beaucoup de travaux, à un moment, on disait, bon, c'est apte ou c'est pas apte à protéger le secret défense. Et on était tellement sûr de nous qu'on ne mettait même pas de date de péremption. Ça, aujourd'hui, ça n'a plus de sens.
parce que l'histoire nous a contredit à de multiples reprises, nous comme les autres. Et donc on est beaucoup plus dans une idée de sécurité dynamique. Donc il faut bien faire les choses au départ, il faut bien les faire dans la durée également. Et donc typiquement, dans le phasage, on fait de l'expression de besoin, de la conception, de l'homologation. On voit si on assume ou pas les risques résiduels en conscience. Et après, régulièrement, il faut remettre l'ouvrage sur le métier parce que les conditions évoluent, les menaces peuvent évoluer, les technologies évoluent. Il y a des éléments qui peuvent devenir obsolètes, il y a de nouvelles techniques d'attaque qui peuvent apparaître. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire de la sécurité aujourd'hui. Alors ça peut vous paraître très négatif, genre on bâtit sur du sable, je pense que ce n'est pas le cas. Simplement la sécurité c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui nécessite des moyens dans la durée. Et quand on fait les choses bien, pour le coup, c'est pas paradoxal, on arrive à sécuriser à des niveaux très élevés des choses extrêmement sensibles. Alors ces choses très sensibles, ça peut être des données, des bases de données comme celles dont on parle, qui contiennent notamment des données personnelles, c'est un des axes, mais il y a plein d'autres systèmes extrêmement sensibles. Les systèmes militaires, les systèmes de la dissuasion, par exemple, pour ne citer qu'eux, sont évidemment des systèmes extrêmement sensibles. Si on se disait il n'y a pas de sécurité absolue, donc on ne peut pas faire, ce serait évidemment voué à l'échec. Les systèmes d'armes sont des systèmes très sensibles. Et il y a des tas de systèmes qui même ne contiennent pas forcément de données au sens propre. Je pense notamment au système industriel. Donc aujourd'hui, le numérique a envahi tous les pans de la société, notamment ce système industriel, les systèmes de nos infrastructures critiques, les systèmes des transports, les systèmes de finances, les systèmes de télécom, la distribution d'eau, partout il y en a. Et par des actes malveillants, on peut obtenir, là encore, des conséquences extrêmement graves. Et la méthode est un peu toujours la même, de la sécurisation initiale, de l'homologation et ensuite du maintien, ce qu'on appelle du maintien en conditions de sécurité, dans la durée, être capable de vérifier en permanence que le niveau de sécurité est toujours à l'état de l'art. Donc c'est ça le travail. Donc nous on ne fait pas ça tout seul bien évidemment, on incite tous les gens avec qui on travaille à porter ça, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. On est là pour fixer les standards, pour aider quand c'est nécessaire, pour aiguillonner un peu quand c'est également nécessaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à des niveaux de gestion de risque, parce que c'est bien plus de la gestion de risque que de la sécurité absolue, qui nous paraît raisonnable. Voilà en gros pour la méthode. Donc pour dire ça en un mot, la cybersécurité c'est probablement l'école de l'humilité. Mais en même temps, on peut faire des tas de choses, et heureusement qu'on peut faire des tas de choses, parce que la confiance dans le numérique dont on a besoin passe par cette sécurisation et passe par le fait qu'on met les moyens pour sécuriser les choses. Alors, je vais laisser Henri pour sa partie. On va travailler ensemble, ce qui est une très bonne chose. On va rendre un rapport public, c'est ce qui nous a été demandé. Je ne vous cache pas qu'on va pas forcément s'empresser de dire tout ce que l'on voit. Moi, j'ai pas l'habitude de rendre les rapports de l'ANSSI publics parce que on ne veut pas aider des attaquants potentiels, très clairement. Donc, moi, je suis assez à l'aise avec l'idée d'un rapport précis comme on le fait habituellement, qui sera probablement protégé comme étant du classifié de défense. C'est l'usage qu'on en fait habituellement, mais ce qui n'empêche pas d'y avoir accès dans de bonnes conditions ou d'en faire un extrait qui n'aide pas l'attaquant, mais qui en même temps peut estimer le niveau de sécurité atteint par tel ou tel système qui aurait pu être audité. Merci. Monsieur le directeur général. Merci. Donc nous aussi, c'est la première fois que nous allons travailler sur un rapport conjoint avec l'ANSSI et c'est aussi, contrairement à vous, une commande qui est légèrement différente de ce que fait d'habitude la DINSIC. Alors la DINSIC, c'est aussi un service du Premier ministre au sein du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique qui est une sorte de DSI groupe de l'État chargé de la transformation numérique avec trois composantes. Une composante où nous proposons un cadre de gouvernance du système d'information de l'État, que ce soit les référentiels d'interopérabilité, d'accessibilité, ou on travaille avec vous sur le référentiel général de sécurité. Un cadre de mutualisation, c'est la DINSIC par exemple qui opère le RIE, le réseau interministériel de l'État, et un cadre d'innovation. Et donc nous avons plusieurs familles des métiers de l'informatique qui vont donc des réseaux jusqu'à l'open data où le gouvernement ouvert par exemple est une forme d'appropriation des méthodes et des valeurs du numérique. Mais dans la partie cadre de gouvernance, nous avons un certain nombre d'autorités, enfin de responsabilités et donc d'équipes en charge de sécurisation des projets. Alors nous, ce n'est pas du tout la sécurité des systèmes d'information, même si ça se tangente souvent, mais nous avons, par l'article 3 du décret constitutif, l'obligation d'analyser tout projet supérieur à 9 millions d'euros et de remettre un avis conforme.
Et donc nos équipes ont l'habitude d'analyser les projets en analysant d'abord leurs objectifs. Et sont-ils pertinents, sont-ils utiles, sont-ils efficients, les grands principes d'architecture, les équipes et l'architecture éventuellement du cadre contractuel ou de la gouvernance des fournisseurs, et enfin l'organisation humaine et souvent la trajectoire de déploiement pour analyser, pour le Premier ministre, le risque de dérapage de ce projet ou d'échec ou de lenteur ou d'échec financier. Il y a une deuxième équipe qui d'ailleurs sera très mobilisée sur cette mission précise, d'architectes sur les grands projets. Vous savez, l'informatique, c'est comme le bâtiment. Il vaut mieux construire avec une architecture bien réfléchie et avoir mis les fondations en dessous du toit et avoir pensé aux tuyaux, etc. C'est exactement pareil. Le métier d'architecte informatique est assez rare dans l'État, et donc la DINSIC a la chance d'en avoir une petite concentration et de pouvoir les mobiliser sur ce genre de projet. Donc c'est ces deux équipes qui vont se mobiliser. Pour répondre, vous l'avez dit, Monsieur le Président, au fond, il y a deux questions. Il y a la question de l'attaque externe et il y a la question de la mutabilité, avez-vous dit, de la lente dérive ou du dérapage. Donc nous essaierons de répondre avec clarté pour éclairer la décision publique, à la fois sur la situation actuelle et éventuellement très probablement sur un certain nombre de choix d'architecture différents qui pourraient conforter telle ou telle sécurité. Je ne dirais pas, comme Guillaume Poupard, que le zéro risque n'existe jamais non plus en architecture. Mais là, je dirais, comme pour toi peut-être, en fait c'est un peu la même idée. À un moment aussi, le politique reprend ses droits et il y a des arbitrages. Nous pourrons dire tel scénario favorise telle sécurité, tel autre scénario en favorise une autre, ou en affaiblit une autre. Et on essaiera d'éclairer au mieux cette situation. Parce que, alors j'enchaîne peut-être très légèrement déjà sur vos questions suivantes. Le débat touche sur des questions importantes et essentielles, mais on voit bien aussi qu'aujourd'hui, il ne s'est pas reposé sur des faits. Il y a un système TES qui est fait de plusieurs dispositifs et dans lequel il y a lui-même plusieurs bases de données. Et je crois qu'il faut remettre à plat tout ça pour qu'ensuite la décision puisse, le débat puisse se reprendre sur des fondamentaux un peu plus solides, quoi. Merci, messieurs. Mes collègues vont certainement avoir des questions à poser. Une première question de ma part, vous pourrez répondre globalement à l'ensemble de nos interventions. Avez-vous porté, soit au moment de sa création, soit dans la période récente, une appréciation sur la sécurité du fichier des passeports ? Vous saisissez-vous de votre propre initiative, dans certains cas, pour alerter les gestionnaires de tels fichiers sur des risques que vous auriez mis à jour? Et quelles sont, de votre point de vue, les conditions fondamentales à remplir par le nouveau fichier des cartes nationales d'identité pour respecter les deux objectifs de non-mutabilité du fichier et de résistance aux agressions des hackers? Mes chers collègues, avez-vous des questions? Monsieur François Pilet. Oui, merci, Monsieur le Président. Il est bien difficile de prendre la parole après le président Philippe Bas qui a posé toutes les questions, mais alors ce soir, c'est quasiment impossible. Néanmoins, je crois que vous allez y parvenir. Je vais la poser d'une manière peut-être qui témoignera de mon ignorance totale dans ce domaine de la technique, mais aussi de ma vigilance particulière sur les réponses qui peuvent être apportées, en particulier aux béotiens. Actuellement, le fichier existant pour les passeports, peut-on, ma question est simple, peut-on à partir d'une empreinte, en passant par ce fichier, remonter à un nom dans ce fichier existant? Deuxièmement, j'ai bien vu ce que vous avez, toutes les
précautions de langage que vous avez prises sur la sécurité des systèmes. À l'époque de l'examen du projet de loi sur la carte d'identité biométrique, le Sénat avait marqué un attachement extrêmement vigilant à la protection des libertés publiques en admettant qu'on puisse créer un fichier, fût-il un très grand fichier, mais à la condition essentielle, c'était le terme, c'est pour ça que je disais que toutes les questions avaient été posées, mais en veillant à ce qu'il ne puisse pas être réversible, dans un premier temps, et deuxièmement, qu'il ne puisse pas, selon un mot que quelqu'un a employé récemment, par une certaine métempsychose, être modifié ou évolué dans l'avenir. À cette époque, vous le savez d'ailleurs, nous avions été convaincus, en tout cas nous avions été très intéressés par ce qu'on appelait le fichier à lien faible, la technique à lien faible, qui nous était apparu comme donnant, certes pas une impossibilité totale de remonter, mais une impossibilité quasi totale, compte tenu du mécanisme technique de sa composition. Alors, où en êtes-vous de vos réflexions sur ce point, de vos constatations? Moi, je pense qu'il faut que vous avez parfaitement compris ce que le Sénat veut savoir, c'est s'il y a la possibilité d'avoir techniquement, quitte à ce qu'on surveille les évolutions de la technique, comme vous l'avez dit, ce qui a ouvert d'ailleurs chez moi une pensée un peu différente, veut savoir si on peut se prémunir d'un fichier qui évolue et surtout d'un fichier réversible. Merci, chers collègues. D'autres questions, mes chers collègues? Alors nous allons laisser nos interlocuteurs répondre. Alors sur notre implication, historiquement, en 2008, lors de la recette de TESS, la DCSSI, alors je pourrais dire que ce n'était pas l'ANSSI, mais enfin c'est quand même très très proche, hein, c'est vraiment notre ancêtre direct, a été impliqué dans le cadre de cette recette. C'était il y a très très longtemps, c'était il y a 8 ans, mais de fait, il y a déjà un lien qui existait. Sur l'autosaisine, ou généralement sur le lien qu'on a avec le ministère de l'Intérieur, comme avec l'ensemble des ministères, on travaille beaucoup avec eux, pour être franc, sur de nombreux projets. Celui-là n'a pas fait partie de la liste des sujets de coopération à court terme, mais sans citer ceux sur lesquels on a travaillé avec eux, j'ai le sentiment que ce n'était pas moins important ce que l'on a pu faire sur d'autres sujets. Donc c'est vrai qu'on fait des choix. Comme je le disais, on n'a pas vocation à confisquer tous les sujets liés à la cybersécurité. On cherche au contraire à faire monter en gamme l'ensemble des acteurs, parce que on est 500 aujourd'hui, si on était 1000 ou 2000 demain, on ne pourrait pas pour autant traiter l'ensemble du sujet. Donc c'est plutôt une culture de la cybersécurité que l'on cherche à développer, et notamment avec des acteurs comme le ministère de l'Intérieur, ça se passe bien, pour être franc. Que ce soit avec les services informatiques du ministère, que ce soit avec l'Agence nationale des titres sécurisés, on a cette relation permanente sur pas mal de sujets, mais pour être très franc, elle n'est pas exhaustive. Même si on voulait, de toute manière, on ne pourrait pas étudier l'ensemble des sujets. Donc l'autosaisine, elle peut se produire. Il y a des cas, en effet, où on identifie des thématiques qui nous semblent particulièrement importantes. Il y a des fois, ça peut être l'actualité qui nous fait nous intéresser à un sujet particulier. Je prends un sujet qui n'a rien à voir. On a vu, il y a 1 an, des attaques en Ukraine contre la production électrique. Eh bien, quitte à révéler un secret, on s'est rapproché, même si on avait déjà des liens forts, on s'est rapproché des acteurs de la filière électrique en France pour s'assurer que le même genre d'attaque n'était pas en cours au même moment sur les infrastructures françaises. Donc c'est assez naturel. Alors, appelons ça autosaisine, appelons ça coopération. C'est la coopération qui est parfois très, très pushy, mais voilà, c'est ça la relation. Mais par contre, je ne revendique pas une forme d'exhaustivité parce que simplement, elle n'aurait pas de sens, très clairement. Et donc sur le cas de TESS, ça n'a pas été un sujet de coopération dans des temps récents, mais ça ne me choque pas non plus au vu de la relation habituelle que l'on a ensemble. Sur les conditions fondamentales de résistance, là encore, c'est pas pour esquiver la question. Je ne sais répondre que si la question est posée de manière précise. En raisonnant en cryptographe, je vous dirais, de toute manière, les données sont dans des fichiers papier, les empreintes sont sur ces fichiers papier. Le jour où un État totalitaire
arrive à la tête de la France, enfin un gouvernement totalitaire, il récupère tous ces fichiers papier pour scanner ça et en faire une base, pour le coup, qui n'a pas les objectifs de la base actuelle, mais les objectifs que l'on craint tous. C'est une question de jours. Demandez à Google combien de temps il faudrait pour scanner 60 000 fiches. Je parle de jours, mais je pense que Google fait ça en des temps beaucoup plus courts. 60 millions. 60 millions, j'ai dit combien? 60 000. 60 millions, pas. Mais 60 milliards, ce serait pareil. Donc on est sur des volumes qui sont très faibles au vu du traitement actuel des données. Donc dans ce cas extrême, là encore, je raisonne en cryptographe, mais si je me place dans ce cas extrême, la réponse est que la réversibilité, elle est faisable. Il suffit de prendre tous les fichiers papier et de réverser. Voilà. Et donc, faire ça en s'interdisant d'aller sur les fichiers papier, mais en faisant ça uniquement avec les fichiers numériques, j'ai le sentiment que c'est probablement un peu plus compliqué de faire ça à partir des fichiers numériques, mais de là à dire, si on s'en donne tous les moyens, combien de temps il faudrait, je pense que c'est faisable. Non, la question c'est contre quoi on veut se protéger dans un état de droit, contre quel genre de menace. La menace, ça peut être des agents qui ne seraient pas autant de confiance qu'on le souhaiterait. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Des attaquants extérieurs qui, là, pour le coup, auraient des capacités élevées. Parce que là, je pense en effet qu'un tel fichier, ça va attirer les convoitises, comme ça l'a déjà attiré dans d'autres pays. Les données personnelles, forcément, ça attire les convoitises. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, on va chercher à se protéger face à de grandes agences, à des gens qui sont réellement très forts. En interne, face à des moyens probablement plus faibles, mais favorisés par la proximité avec les données. Et là, pour le coup, les mesures organisationnelles et les mesures techniques que l'on va auditer, c'est pour ça que je ne peux pas avoir de conclusion aujourd'hui, mais comme vous le disiez en introduction, on va vérifier si elles nous semblent suffisantes ou pas pour contrer la menace. Ça va être ça la logique du travail qui va être conduit. Ensuite, sur le lien entre la question qu'on se pose tous, là, voilà, remontée de l'empreinte à l'identité. Alors, une fois encore, hein, ça dépend face à quel type d'attaquant. Le peu que j'ai vu pour l'instant, parce qu'on est qu'au tout début, c'est que manifestement le système a été conçu en 2016, mais également en 2008 dès le départ, avec cette obsession de comment est-ce qu'on peut empêcher cette réversibilité. Donc c'est à la limite, j'anticipe là encore, mais c'est pas le sujet qui m'inquiète le plus. Ce que l'on va vérifier, c'est certes ça, pour en avoir le cœur net, mais c'est également si d'autres menaces, qui n'étaient pas forcément des menaces classiques en 2008, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire si un pays ou une organisation puissante voulait détruire ce fichier? Je suis certain que ça créerait une désorganisation importante au niveau de l'État. Et ça, c'est une menace dont j'ai pas entendu citer, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait se passer si quelqu'un voulait déstabiliser la France, non pas en faisant quelque chose de très visible, mais en distillant des erreurs à droite, à gauche, au sein de ce fichier? Malheureusement, les menaces classiques que l'on regardait, c'était des menaces en espionnage, en vol d'informations. De plus en plus, on s'intéresse au risque de sabotage. Et les menaces à la mode, entre guillemets, ce sont vraiment des menaces en déstabilisation, c'est-à-dire des acteurs, parfois des acteurs étatiques très puissants, que je ne citerai pas, qui vont chercher à mettre le bazar, pour dire ça avec des termes triviaux. Et on l'observe de plus en plus. Et le combat numérique qui est en train de se développer aujourd'hui va de plus en plus utiliser ce genre d'armes dans le cadre de conflits, avoués ou pas, entre grands États. Quant au lien faible, là ça va faire partie, mais là j'empiète peut-être, on va profiter de cet audit, même si le temps est très court, peut-être pour regarder des solutions alternatives, probablement pas pour remettre tout en cause, parce que ça c'est pas la question qui est posée, ça c'est quelque chose qu'il faudra peut-être regarder après, mais voir si, à la marge, si on identifie des moyens d'amélioration compatibles du système, on ne se privera pas de les proposer au ministère de l'Intérieur. Monsieur Verdier. Oui, alors je vais avoir des propos assez similaires, mais ça tombe mieux puisque nous sommes chargés de faire un rapport conjoint. Donc heureusement qu'on raisonne un peu pareil. Donc avons-nous travaillé sur le fichier des passeports? Alors moi, en revanche, je vais dire franchement non, puisque la DINSIC a été créée en 2011 et n'a pas de filiation directe avec une institution antérieure. Est-ce qu'on a la faculté de nous saisir d'autorité? Oui, mais là on ne l'a pas fait. Et de toute façon, d'ailleurs, on n'avait pas vu arriver plus que d'autres la polémique sur ce fichier. Et de toute façon, ce ne serait qu'un avis consultatif. L'article du décret qui nous autorise à nous autosaisir ne nous autorise pas, cette fois-ci, ne demande pas d'avis conforme. Effectivement, la grande question, c'est est-ce que vous l'avez demandé, hein, j'ai même noté la question exacte. Le fichier existant permet-il de passer d'une empreinte à un nom? Donc d'abord, première réponse, ça n'est pas encore vérifié. Donc tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui sont des toutes premières intuitions
alors qu'on a eu juste la première réunion et le premier transfert de documents et que les équipes commencent à peine à travailler. Mais vu de loin, je pense que la difficulté pour une attaque extérieure de casser plusieurs clés de cryptage, plusieurs liens unidirectionnels, etc., a été haussée très très haute. Ce que la société civile nous demande, c'est plutôt et si vous changiez d'avis, si vous décidiez de programmer autrement ou de chercher d'autres usages. Et donc cette question devrait être regardée aussi et la réponse ne sera peut-être pas la même. Pardon ? Oui. Je pense que c'est tel que ce qu'on croit comprendre, hein, 2 clés, etc., ça a l'air d'être difficile parce qu'il faut voler beaucoup de choses à la fois et attaquer plusieurs systèmes en même temps pour casser le lien. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans l'architecture actuelle, de changer d'avis et d'inventer d'autres usages? On va regarder d'un peu plus près et je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui, mais ça n'est pas tout à fait la même question. Alors, je terminerai juste. Avez-vous déjà des hypothèses? Avez-vous demandé? Donc non, mais on a, disons, des espoirs. Et peut-être se révéleront-ils trop optimistes, on verra. Moi, j'ai quand même l'espoir que des choix d'architecture, des choix... qu'il est possible de rajouter un certain nombre de sécurités dans le système existant, dans le respect aussi de ce à quoi, de ses finalités, hein, c'est-à-dire, n'oublions pas que par ailleurs un projet de réforme de l'administration préfectorale a été engagé et qu'il est parti, donc ce serait mieux qu'on arrive en plus à trouver ça dans la trajectoire prévue. C'est un projet important et structurant. On peut regarder comment est construite la traçabilité réelle de l'usage de la base. On peut regarder il existe des sécurités pour rendre très lent d'extraire des choses massivement, justement pour que ça ne prenne pas quelques secondes de faire 60 millions de requêtes. Il est possible peut-être, je ne sais pas encore, de dégrader l'information stockée. Il est possible peut-être, comme il a été écrit par des gens de talent dans la blogosphère, de la rendre plus périphérique, de demander une manifestation technique du consentement de l'usager. Nous ne savons pas encore, mais quand on sait que tout ceci existe et que ça fait de la marge de manœuvre, nous commençons la mission avec l'espoir qu'il est possible aussi de trouver des choix rassurants et de nature à garantir les libertés dont il est question aujourd'hui et dans le débat public. Et ensuite à laisser la décision à ceux qui elle revient. Merci de vos réponses, messieurs. Il me vient d'autres questions à l'esprit. Je voudrais connaître les moyens de votre agence et de votre administration. C'est une question courte pour le coup. Donc nous sommes 500 aujourd'hui à l'ANSSI. J'ai pas honte de dire que nous faisons partie des administrations privilégiées, puisque voilà. On était 100 en 2009, on est 500 aujourd'hui. Ça traduit une véritable prise de conscience de l'ensemble des autorités sur l'urgence qu'il y a à prendre en compte le risque numérique. Donc on a des moyens, mais en même temps ce ne sont pas des moyens infinis. Et donc c'est pour ça que chercher à les utiliser sur l'ensemble des projets, ça n'aura probablement aucun sens. Donc à la fois garder des capacités en propre et puis être capable de diffuser un savoir-faire, de diffuser de la méthodologie pour que chacun qui développe des projets numériques soit capable d'y intégrer les bonnes questions de sécurité. La DINSIC, nous sommes 120, mais sur plusieurs métiers. Donc il y a un quart sur le réseau, un quart sur la performance de nos systèmes d'information et notamment la maîtrise des risques, une équipe sur l'open data, l'open government et ses formes d'innovation, et puis une équipe qui apprend aux administrations à développer des projets en méthode agile, rapide, sécure et beaucoup moins cher qu'il ne nous est arrivé parfois dans le passé. Donc l'équipe qui va être mobilisée, c'est plutôt dans le service d'une quarantaine de personnes. Cela dit, ils sont aguerris, ils étudient une 50aine de dossiers par an. Ils ont l'habitude de travailler en interministériel et ils sont extrêmement compétents. Donc il n'y a pas besoin non plus d'envoyer une 50aine d'inspecteurs sur un projet de ce genre. Ça produirait même l'effet inverse, quoi. Est-ce que des réflexions ont eu lieu sur une évolution de ce dispositif qui est récent, j'ai bien compris, un peu sur le modèle de l'autorité de sûreté nucléaire, toute proportion gardée, pour apporter à nos concitoyens, dans l'examen de ces questions, des garanties supplémentaires à la fois quant aux moyens et quant à l'indépendance par rapport aux initiatives gouvernementales?
Alors la question de l'indépendance, nous ne sommes pas une autorité indépendante. En toute franchise, au moins aujourd'hui, ça ne me gêne pas dans ma mission. Partout où on va, pour porter une parole, on est plus vu comme des gens, on nous appelle parfois les pompiers, hein, on est vu comme des gens qui venons pour aider, soit en prévention, soit quand malheureusement il y a eu un drame. Mais l'époque, quelque part, où on cherchait à éviter les gens de la sécurité, on ne parlait pas de cybersécurité à l'époque, cette époque est révolue aujourd'hui. Donc, sincèrement, et là c'est très général ce que je dis, la question de convaincre les gens de l'utilité de s'intéresser au sujet et de travailler avec nous, dans le domaine public, c'est une question qui est derrière nous. Là où on se heurte, très clairement, c'est à des manques de moyens chez les gens qu'on veut sécuriser. Et je pense notamment à des petits ministères. Le gros problème, c'est que, mais là on parlera de concert, les administrations qui ne maîtrisent plus leur informatique ont un mal fou à maîtriser leur sécurité informatique. Ça, c'est à peu près une évidence. Donc c'est plus ça c'est le manque de moyens humains qui est aujourd'hui la limitation. Donc ça, c'est pour le domaine administratif, le domaine public. Dans le domaine privé, c'est pareil, il ne faut pas regarder sur 10 ans, il faut regarder la situation d'aujourd'hui. On a la chance en France d'avoir fait des choix très forts portés par la loi de programmation militaire de décembre 2013 pour dire notamment que les opérateurs d'importance vitale, donc les infrastructures critiques, aujourd'hui doivent faire de la cybersécurité. Ce n'est plus une option. On n'est plus dans le domaine du conseil, on est dans le domaine réglementaire, on impose de faire de la sécurité. Ceux qui ne s'y plient pas, il y a même des peines qui sont prévues. Hein, c'est quelque chose qui est très précis dans la programmation militaire. Ça, c'est un outil formidable qui est à notre disposition. La France a été le premier pays au monde à partir dans cette voie-là, là où tous nos alliés nous disaient c'est ce qu'il faudrait faire, mais ça n'a pas de sens, vous n'y arrivez pas. De fait, on a réussi. De fait, l'Allemagne nous a suivis. De fait, l'Europe, un petit peu influencée par nous et les Allemands, ont pris une directive à l'été dernier, une directive Nice sur la sécurité des réseaux qui va exactement dans ce sens-là. Donc on est vraiment dans une logique aujourd'hui où la cybersécurité, ce n'est plus le problème de quelques hurluberlus au fin fond d'une agence, qu'elles soient indépendantes ou pas, mais c'est bien un problème général. Et nous, on est plus là pour faire de la coordination, apporter notre expertise. Et donc, pour répondre directement à votre question sur le lien avec la SN, il faut faire attention à des parallèles un peu trop rapides. Aujourd'hui, c'est pas ce qui m'arrête, c'est pas un problème d'indépendance ou un problème de capacité de sanction. On peut s'interroger également sur la capacité de sanction de l'ANSSI. Je ne suis pas certain d'avoir vraiment des capacités de sanction. Je ne suis pas certain de les réclamer non plus, parce que c'est pas ça qui m'aiderait à être plus efficace aujourd'hui dans mes missions. Alors sur la DINSIC, d'abord, vos collègues de la Commission des Finances et le sénateur Canvet viennent de remettre un rapport sur la DINSIC, donc vous pourrez voir leurs propres conclusions. On est encore plus jeune et encore plus petit, donc je pense qu'on est quand même sur une trajectoire de croissance, mais il appartiendra au gouvernement successif d'en décider. J'insiste sur ce point aussi, c'est assez similaire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rejoint l'administration récemment, en fait, et dans ce travail interministériel. Et autant il faut des autorités indépendantes, autant il faut aussi des gens dans la machine qui apportent des solutions, qui comprennent leurs collègues, qui créent aussi de l'interopérabilité entre les ministères et de l'apprentissage mutuel. Et tel est notre rôle. Alors aujourd'hui, nous sommes un peu saisis pour éclairer un débat, mais d'habitude, on est là plutôt en appui, en soutien, en conseil parfois un peu ferme. Et puis, conseil parfois au Premier ministre pour dire ce projet-là, il vaudrait peut-être mieux pas le lancer. Donc ça dépend qui on conseille. Mais je crois qu'il faut vraiment aussi des poches. Enfin, il ne faut pas toujours des autorités indépendantes. Il faut aussi des poches de compétences dans l'administration et en interministériel. Et c'est ce que nous sommes. Après, puisque Guillaume a ouvert le chapitre, oui, je crois qu'il va falloir regarder maintenant en face aussi la capacité de l'État à maîtriser son informatique. La puissance aujourd'hui, la puissance de feu de certaines grandes entreprises ou de certains États devient impressionnante. La vitesse à laquelle se déploie un certain nombre de projets, enfin, peut-être pour nous éloigner de notre débat, il faudrait regarder en face le fait que la NASA n'arrive plus à ravitailler la station Mir et qu'un milliardaire de la Silicon Valley fait des fusées qui atterrissent à leur point de départ. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude de trop nombreux sujets. Monsieur Yves Détraigne. Oui, j'ai posé une question qui est sûrement une question de béotien parce que c'est vraiment pas un domaine que je connais. Est-ce que vous intervenez pour toute
les ministères pour tous les niveaux de problématiques de ce type? Et est-ce que vous intervenez aussi pour le ministère de la Défense, ou le ministère de la Défense a-t-il ses propres équipes? Alors on travaille en effet avec l'ensemble des ministères. Les cycles d'inspection couvrent l'ensemble des ministères. On cherche à travailler aussi bien avec les gros qu'avec les petits, j'ai envie de dire, ou ceux qui ont des moyens que ceux qui n'en ont pas, parce que ce n'est pas les mêmes problématiques probablement qui se posent. Dans le cas extrême du ministère de la Défense, qui a des moyens, enfin, je ne sais pas s'ils vont bien le prendre si je dis ça comme ça, mais de fait, ils ont des moyens, ils ont de vraies compétences en termes de cybersécurité. On est plus dans une démarche où le ministère de la Défense se concentre sur ses moyens propres qui sont assez originaux. Typiquement un système d'armes ou un réseau informatique déployé en OPEX, c'est quelque chose de très particulier. Et pour être franc, je suis content que ce soit eux qui sécurisent ces réseaux-là, parce que ça consomme des ressources, que donc c'est eux qui le font, c'est pas moi qui le fais, et donc je peux reporter ces ressources sur d'autres cibles qui sont moins bien dotées, probablement en interne. Par contre, là, on est extrêmement vigilant, c'est à garder un lien très fort pour qu'il n'y ait pas une sorte de divergence, qu'il n'y ait pas une cybersécurité de la défense, une cybersécurité du civil, et notamment le CALID, qui est le centre opérationnel, la tête de pont, quelque part, de l'organisation de lutte informatique défensive du ministère de la Défense. Ce CALID, il est hébergé au sein de l'ANSSI, au même étage que mon propre centre opérationnel, pour avoir vraiment une proximité maximale, ce qui fait que les méthodes, les échanges d'informations se font de manière extrêmement efficace, et le jour où il y aura une catastrophe, on pourra même imaginer des scénarios où l'ensemble des acteurs, des experts, pourront se concentrer sur un sujet, que ce soit un sujet militaire, un sujet de défense, ou un sujet civil, puisqu'on a tout à fait les bons accords pour basculer les capacités d'un côté comme de l'autre. Et je pense que le sens de l'histoire est probablement d'avoir une organisation similaire avec le ministère de l'Intérieur, qui a lui-même son propre centre opérationnel qui monte en puissance et qui devient très compétent. De même, au sein des réseaux interministériels, le RIE et chez Henri, il y a toute une démarche de sécurisation du réseau interministériel de l'État voilà, où pareil, on travaille en étroite coopération, on en parlait encore hier soir pour rien vous cacher. Donc il y a cette logique de travailler en coopération avec ceux qui ont la compétence et puis avec ceux qui l'ont moins, à apporter cette compétence ou à faire en sorte qu'ils soient capables de les trouver auprès de prestataires privés que l'on qualifie pour vérifier que ces prestataires sont bien compétents et sont bien de confiance. Nous, c'est encore plus simple. Nous ne sommes pas compétents sur la partie défense du ministère de la Défense. Nous sommes compétents sur la partie administrative où il y a aussi beaucoup d'informatique. Voilà. Peut-être votre question me faisait penser à la chose suivante aussi. Enfin, au fond, nos dispositifs sont quand même relativement en place. La SSI, c'est l'ANSSI. Les grands projets et leur trajectoire et leur probabilité de réussite ou d'échec, c'est la DINSIC. Informatique et liberté, c'est la CNIL. Ce qui est intéressant et compliqué dans ce dossier-là, c'est que la réponse dépend de l'articulation de tous ces points de vue. Et ça n'est pas si fréquent non plus, qu'il y ait des questions qui demandent de regarder tout ça à la fois et conjointement. Quand on analyse le call center des SAMU, il n'y a pas tant de questions. Enfin, il y a bien des projets où on sait très bien chez qui il tombe. Celui-là, il est frontalier de plusieurs questions et de plusieurs structures. Pas d'autres questions? Si, monsieur Yves Détraigne. J'allais poser une question annexe à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il est, dans l'absolu, préférable d'avoir effectivement plusieurs organismes, plusieurs créateurs de systèmes, ou serait-il plus performant, mais peut-être plus fragile, que l'État est un système commun, unique de travail sur ces systèmes numériques? C'est peut-être une question de béotien. Hein. Là, on arrive dans l'ordre du subjectif. Personnellement, je pense que les sociétés ouvertes reposent sur des principes contradictoires et qu'il est bon que les principes contradictoires soient incarnés et soient en tension dialectique. Et je ne crois pas qu'une tête unique nous garantirait et l'efficacité, et la sécurité, et la vie privée, et la vitesse et la maîtrise des coûts. Donc il est bon aussi, de temps en temps on n'est pas d'accord avec l'ANSSI et vice-versa, et ceux qui gagnent après. Mais, donc, mais c'est assez sain aussi, quoi. Si votre question s'applique au système, aux outils,
là encore, hein, on pourrait se dire on va tout mettre au même endroit et on va mettre tous les efforts de protection autour. Mais certains vont dire bah oui, mais vous avez mis tous les œufs dans le même panier, donc le jour où il y a un problème, vous perdez tout. Donc on est constamment dans le compromis. On n'aime pas, en termes de sécurité, on n'aime pas la notion de compromis, mais de fait, au quotidien, on est amené à faire ça. Voilà pour cette audition sur le méga fichier TES qui s'est tenu dans le cadre des travaux de la commission des lois. Vous avez pu voir deux fonctionnaires s'exprimer devant les sénateurs, l'un de la DINSIC, l'autre de l'ANSSI, une agence, une direction interministérielle qui sont chargés de remettre un audit à Bernard Cazeneuve qui va porter sur la cybersécurité, les risques de piratage, de détournement de ce méga fichier. Vous avez pu voir que ces deux fonctionnaires estime qu'il y a des risques qui demeurent sur ce fichier, qu'il va attirer des convoitises et que peut-être des personnes extérieures pourraient, par exemple, essayer d'y inscrire certaines erreurs de ci, de là. Vous pouvez toujours voir et revoir tous les travaux du Sénat sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 14h45. Ne manquez pas Sénat 360 et les questions d'actualité au gouvernement. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.